Dans ce premier récit, nous allons suivre le témoignage de Marie. Marie nous dit que son témoignage s'est passé aux États-Unis durant l'été de l'année 2015. À cette période-là, elle était diplômée de son lycée et la prochaine étape, c'était de partir à l'université. Elle nous dit plusieurs choses pour contextualiser un petit peu la situation. Elle nous dit déjà que, et peut-être que vous le saviez, que les études aux États-Unis, ça coûte très cher. Et il y a autre chose qui est assez différent de la France, c'est que si on se trouve dans une région où les lycées, les écoles, et non pas les universités sont assez réputées, eh bien ceux qui vivent dans cette région vont payer plus de taxes. Pourquoi ? Parce que là-bas, on considère que, vu que tu es dans une région où le lycée est plutôt bien coté, c'est-à-dire qu'il permettrait d'accéder à une très bonne université, eh bien c'est légitime de payer plus de taxes qu'une zone où les lycées n'ont pas bonne réputation. Donc de base, Marie vivait avec ses parents dans une zone où les lycées étaient plutôt cotés, donc ses parents payaient beaucoup de taxes. Sauf que ses parents, eux, avaient prévu le coup, ils étaient ok pour que leur fille accède à un niveau d'études de très bonne qualité, mais par contre dès qu'elle allait partir à l'université, donc avoir probablement son propre logement, les parents eux n'avaient plus aucun intérêt de payer ces fameuses taxes qui étaient assez élevées, donc ils se disaient dès que les études du lycée de leur fille sont terminées, ils déménagent. C'est ce qu'ils ont fait, ils ont décidé de quitter la ville où ils étaient pour partir un peu plus dans la campagne. Marie, elle était aux anges, parce qu'elle avait connu la ville toute sa vie, elle allait continuer de la connaître pendant ses études et au moins avoir le logement de ses parents qui se trouvait en campagne, ça lui permettrait, quand elle allait dans le futur rentrer le week-end, de se détendre et de voir un autre paysage. Les parents ont déménagé dans une zone assez montagneuse, avec beaucoup de verdure, des forêts, quasiment au milieu de nulle part, c'est pour dire les plus proches voisins se trouvaient à quelques kilomètres. Nous sommes donc en août 2015. Le déménagement a été fait, Marie vit encore avec ses parents avant sa rentrée pour l'université. Elle devait bientôt partir et pour fêter un petit peu cette nouvelle étape dans la vie de leur fille, les parents ont décidé de faire une petite fête, invitant des amis de la famille et Marie évidemment a pu amener sa meilleure amie. Au programme, barbecue à la belle étoile, la soirée se passe merveilleusement bien, tout le monde passe un bon moment, il y a même un petit feu de camp qui est dressé dans le jardin qui est très grand, donc vraiment, meilleure soirée de la vie de Marie pour le moment. Mais les choses vont changer. On est dans la campagne, donc évidemment l'éclairage n'est pas très présent. Les seules lumières qui éclairent le jardin sont quelques lumières de la maison et également la lumière émise par le feu de camp. Tout le monde mange, tout le monde rigole, tout le monde passe un très bon moment. Et on arrive vers la fin de la soirée. Il est prévu que la meilleure amie de Marie dorme sur place, mais les invités, eux, rentrent chez eux. Voulant prolonger un petit peu quand même ce très bon moment, Marie demande à ses parents si elle peut rester avec son amie à côté du feu de camp. Les parents n'y voient aucun inconvénient, donc eux, ils partent à l'intérieur de la maison pour ranger tout ce qui a été utilisé pour la fameuse soirée avec les amis, c'est-à-dire toute la vaisselle, la petite enceinte qui avait servi à faire de la musique, ce genre de choses. Ils n'allaient pas se coucher, ils allaient commencer à nettoyer un petit peu, mais à l'intérieur de la maison. Donc à l'extérieur, il n'y a que Marie et son amie. Elles se sont pris quelques chamallows pour les faire griller près du feu. Elles parlaient ensemble, elles rigolaient. Et ce que Marie nous dit, c'est que sa maison est entourée en fait de forêt. Donc derrière le feu, au bout de son jardin, il y a une forêt. Et rappelez-vous, il fait extrêmement sombre. On est en pleine nuit, donc on ne voit rien du tout de ce qu'il y a dans la forêt. Peut-être que vous commencez à sentir le truc venir. Je pense que vous avez quelques doutes, mais vous n'imaginez pas à quel point la situation va être dramatique. Donc Marie et son amie sont assises, dos à la forêt. Déjà, Marie précise que ça, elle n'aurait jamais dû le faire. Elles auraient dû se mettre face à la forêt au cas où, mais évidemment, quand on a passé une bonne soirée, on pense pas que quelque chose de grave peut se produire. Les deux amies parlent, en mangeant leur chamallow. Elles vont aller dans la même université ensemble, donc elles sont très heureuses. Elles n'ont qu'une hâte, c'est d'aller faire leurs études, de vivre pleinement leur vie d'étudiante. Elles rigolent. Vraiment, c'est une soirée parfaite et le futur semble tout aussi parfait. Il faut savoir que Marie et sa famille ont un chien. Un énorme chien. C'est un chien qui est un chien croisé entre un labrador et un pitbull, donc un énorme chien qui est en quelque sorte le gardien de la maison. Il court très vite, il est très puissant et à la moindre alerte, il prévient tout le monde qu'il y a un problème. Le père de Marie est un chasseur, il a l'habitude d'emmener le chien chasser, c'est vraiment un chien qui est pas peureux du tout. Ce chien est tranquillement posé à côté des deux jeunes filles, et à un moment donné, il se réveille, il se dresse un peu, et il commence à grogner. Dans un premier temps, Marie et son amie ne réagissent pas, parce que
On est dans la forêt et ça arrive qu'il y ait des animaux qui passent dans les bois et que le chien réagisse. Le chien au bout d'un moment arrête de grogner, donc les deux amis pensent que c'était effectivement un animal qui passait par là. Et après encore quelques minutes, le chien se remet à grogner. Et là, plutôt que d'appeler les parents pour dire que le chien a un comportement étrange, parce que si le chien grognait, il était admis qu'il y avait quelque chose. Eh bien les deux jeunes filles ont décidé d'en avoir le cœur net par elles-mêmes. L'amie de Marie se lève et elle sort son téléphone portable. Elle allume la lampe de son téléphone et elle commence à regarder derrière. Elle essaye de voir s'il y a quelque chose dans la forêt qui se trouvait juste derrière le feu de camp. Elle ne voit rien. Dans un premier temps, elle parcourt de gauche à droite l'ensemble des arbres qui se tiennent devant elle et sans lumière, elle ne voit rien. Et à un moment donné, elle tombe sur quelque chose. Il y a une silhouette, la silhouette d'un homme qui se tient juste derrière un des arbres. Marie voit également la silhouette et elles n'ont pas la réaction de partir en courant tout de suite. La réaction qu'elles ont, c'est de se figer et de regarder la silhouette dans le sens où leur regard est attiré par cet événement étrange. Donc elles restent là, à regarder. Elles n'ont aucune pensée à ce moment-là. En fait, elles sont tellement surprises, elles n'ont pas forcément peur à ce moment-là. Mais elles bougent pas. Comme quand on voit quelque chose d'inhabituel, notre première réaction, c'est de se figer le temps que notre cerveau comprenne un peu ce qui se passe. Et alors que la lumière du téléphone est pointée vers la silhouette de l'homme, l'homme, lui, sort un peu de sa cachette, et ça permet aux deux jeunes filles de distinguer un peu plus comment il est. Il a des vêtements très étranges. Il a un haut et un bas vert qui semblent parfaitement assortis. C'est quand l'homme a souri aux deux jeunes filles que là, elles ont pris peur. Elles se sont précipitées à l'intérieur de la maison, suivies par le chien qui refermait la marche pour les protéger. Une fois à l'intérieur de la maison, rapidement dans la cuisine, Marie et son ami tombent sur les parents de Marie qui est en train de parler d'actualité, d'un reportage qui a été passé à la télévision. Et tout de suite, Marie dit ce qu'elle a vu un homme qui se trouvait dans la forêt juste derrière le jardin. Elle se sentait presque malade en disant cela tellement la peur lui était tombée dessus d'un coup net, elle avait presque envie de vomir. Et son père, lui, ni une ni deux, a pris son fusil de chasse et il est sorti. La mère immédiatement a appelé la police. Marie pensait qu'elle allait entendre un coup de feu et que le père allait abattre ou blesser l'homme qui s'introduisait sur la propriété, mais il n'en a rien. Il n'y a rien eu à part un silence et la voix de la mère qui était au téléphone avec la police. Marie ne sait pas ce que la police a dit à la mère, mais la mère a eu une réaction bizarre. Au téléphone avec la police, quand elle a dit ce qu'il se passait, elle a dit quelque chose du type « Oh ». Quelque chose de pas rassurant du tout. La police a mis un peu de temps à venir parce que Marie explique que, étant dans une ville avec très peu d'habitants, il n'y a pas en fait de service de police associé à sa ville. C'est la police d'une autre ville qui doit venir. Sauf que quand la police arrive, elle est très surprise de nouveau parce qu'elle pensait avoir affaire à un ou deux agents. Mais pas du tout. Une dizaine d'officiers de police viennent, accompagnés également d'une équipe, alors elle n'est pas sûre vraiment si c'était bien ça, mais une équipe du style SWAT, des policiers d'élite qui étaient armés, vraiment comme s'il y avait un énorme danger. La police rentre dans la maison, ils demandent où se trouvait l'homme. Le père, lui, avant que la police n'arrive, était revenu. Il n'avait pas trouvé l'homme à l'extrémité de son jardin. Donc plutôt que de s'aventurer dans la forêt et dans la pénombre, il a préféré revenir dans la maison. La police demande donc comment était l'homme, est-ce qu'on peut leur faire une description physique. Donc les deux jeunes filles disent bien que l'homme avait des vêtements verts qui étaient assortis en haut et en bas. Et là, automatiquement, beaucoup d'officiers de police ainsi que les fameux policiers d'élite se précipitent dans la forêt. Plusieurs agents de police restent avec la famille et leur expliquent la situation. La situation est la suivante et vous allez voir, elle est effrayante. La police dit qu'il y a très peu de temps, un homme s'est échappé de prison. Il a fui vers les bois, dans la zone montagneuse où se trouve la maison de Marie et de sa famille, et qu'il n'a pas encore été retrouvé, mais que la police est activement à la recherche de cet homme. Il y a eu une coïncidence, ce soir-là également, c'est que rappelez-vous, Marie, quand elle a débarqué dans la maison pour prévenir ses parents parlaient de quelque chose qu'ils avaient vu durant un reportage. Et bien la chose dont ils parlaient, c'était justement les journaux télévisés qui parlaient de la fuite de l'homme qui a été vu par Marie et son ami. La police a fait un périmètre autour de la maison et autour de la forêt, ils ont ratissé la forêt, mais malheureusement, ils n'ont pas retrouvé l'homme à ce moment-là. La police, voulant assurer la sécurité de la maison, ont dit qu'il y aurait plusieurs voitures de police qui seraient patrouillées devant. La famille, elle, a eu beaucoup de mal à trouver le sommeil ce soir-là, ils ont tous dormi dans le salon et le père, lui, était en quelque sorte le gardien. Il est resté éveillé toute la nuit pour s'assurer que l'homme n'allait pas revenir, il avait son fusil de chasse et son chien
proche de lui. Et plus tard, cette semaine-là, quelqu'un a frappé à la porte de la famille de Marie. C'était un officier de police qui venait donner quelques nouvelles. L'homme qui a été vu par Marie et qui était en fuite a finalement été arrêté par la police et était de retour en prison. Évidemment, toute la famille était très heureuse d'apprendre cette nouvelle, mais la police a quand même dit qu'il fallait mieux installer des caméras de sécurité au cas où que ce genre de situation ne se reproduise. Non pas qu'il y ait quelqu'un qui s'évade de prison, mais qu'il y ait en tout cas des personnes mal intentionnées qui cherchent à s'introduire dans la maison par la forêt. C'est ce que les parents ont fait, ils ont investi une belle fortune pour sécuriser la maison un maximum. Ils ont également mis des clôtures pour séparer la forêt de la maison, qu'on ne puisse pas regarder à l'intérieur directement au travers de la forêt. Si jamais on veut aller dans la maison, il faut l'escalader, ce qui n'est pas chose aisée. Marie est ensuite plus tard partie à l'université, elle n'a jamais oublié cette histoire, mais quelque chose l'a effrayée à son début de cursus, parce qu'elle se posait quelques questions concernant cet individu. Elle se demandait de quoi l'homme qui s'était enfui de prison était accusé initialement. Eh bien, il se trouve que cet homme était accusé de plusieurs meurtres au premier degré. Donc si jamais Marie et son ami n'avaient pas eu le réflexe de partir immédiatement après avoir vu l'homme, peut-être que le pire aurait pu se produire. La suite de la vie de Marie, en tout cas jusqu'à présent parce que Marie n'est pas décédée, s'est passée plutôt bien. Elle a indiqué qu'elle s'était mariée en 2022, donc très récemment. On lui souhaite évidemment beaucoup de bonheur. Mais triste nouvelle dans cette histoire, c'est que son chien, ce fameux chien gardien, est décédé justement la même année. Et je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ce chien, le chien de Marie, était un véritable héros. Je vous l'avais dit, c'est une histoire vraiment incroyable. On va dire que le thème abordé de quelqu'un qui s'introduit dans une maison, qui se cache dans une forêt avoisinante, etc. c'est quelque chose, je crois, qu'on a déjà pu voir dans d'autres threads que j'ai pu raconter sur la chaîne. Mais les révélations de fin d'histoire, ça par contre, je crois que c'est du jamais vu sur les threads Reddit que j'ai pu faire. Et c'est ça qui m'a motivé à vous raconter cette histoire parce que, vous savez, on a des fois, quand on vit une situation le soir, un certain temps après l'avoir vécu, on se dit tiens j'aurais dû faire ci, j'aurais dû dire ça, etc. Et là on a typiquement ce cas-là, mais dans le domaine de l'horreur, c'est-à-dire que on va cogiter non pas à ce qu'on aurait dû faire, mais à ce que l'autre aurait pu faire. Quand on sait que l'homme rencontré est quelqu'un qui a tué, mais en plus qui a tué plusieurs fois. C'est quelque chose à te faire peur, je pense, pendant plusieurs jours, et je ne douterai pas que Marie et sa famille ont eu quelques sueurs froides quelques temps après les événements, surtout entre le moment où les événements se sont passés et le moment où on leur a dit que l'homme avait été arrêté finalement. Maintenant, je vais vous présenter l'histoire de William. William nous dit qu'il était sur le trajet pour rentrer chez lui à pied. Il était sorti pour s'acheter une de ses barres de chocolat préférées, un chocolat à la menthe. C'est vrai que glacement de pépites de chocolat, c'est pas mal. Alors qu'il est en train de rentrer chez lui à pied, il y a une voiture qui passe à côté de lui et tellement concentrée sur son bonheur, c'est-à-dire manger sa barre de chocolat, il ne remarque même pas la voiture passer à côté de lui. À un moment donné, il veut traverser la route et il dit à la voiture de passer que lui traverserait après, sauf que la voiture insiste pour que William passe devant lui. William n'insiste pas, il traverse et à un moment donné, William passe à côté d'une sorte de complexe d'appartements qui a un parking qui se situe à l'extérieur du complexe. La voiture clairement a suivi William, mais William ne l'a pas remarqué. Il se dit que c'était peut-être quelqu'un qui vivait au complexe d'appartements parce que la voiture se gare sur le parking. Un homme sort de cette voiture, un homme avec un polo noir. Donc William, en le voyant, pense que c'est quelqu'un soit qui rentre du travail, soit un livreur, quelque chose comme ça, parce que sa tenue semble assez professionnelle. Pour que vous ayez un peu le contexte en tête, William a traversé la route, la voiture a suivi William et l'a dépassé, s'est garé sur le parking du complexe d'appartement, donc William allait repasser devant la voiture. Il l'a croisé 2 fois. Et au moment où il passe à côté de la voiture, l'homme interpelle William en lui proposant 20 $. Il lui propose comme ça 20 $. William demande naturellement pourquoi, et l'homme lui répond, mais William n'arrive pas à comprendre ce que l'homme dit. Évidemment, William n'accepte pas de l'argent comme ça d'un inconnu, donc il refuse. Et d'un coup, l'homme attrape William par la taille et il commence à le traîner vers sa voiture. L'homme a essayé de mettre sa main sur la bouche de William, mais William a réussi à parer entre guillemets son coup. Donc William comprend que l'homme voulait mettre la main sur la bouche de William pour qu'il ne puisse pas émettre le moindre son, mais sa tentative ayant échoué, William crie aussi fort qu'il le peut. Il essayait d'attirer des passants qui pouvaient se trouver à proximité. William étant assez jeune, l'homme a réussi à le faire monter dans sa voiture et il a fait un mouvement incroyable. William a été jeté dans la voiture, donc il se retrouve sur le dos, sur la banquette arrière. Il a réussi à se décaler un peu pour pouvoir placer sa jambe au niveau de la portière arrière, donc l'homme en fait a voulu claquer la porte,
mais elle ne s'est pas fermée parce que William a intercepté la fermeture. L'homme, pensant que la porte s'est verrouillée, a commencé à faire le tour de la voiture et il s'est retrouvé au niveau de la portière conducteur. Et William en a profité à ce moment-là pour sortir rapidement de la voiture et partir aussi vite qu'il le pouvait. Une fois à bonne distance, il a sorti son téléphone et il a appelé sa mère. Il est resté au téléphone avec sa mère tout en sprintant jusqu'à sa maison. William put rentrer en sécurité jusqu'à sa maison. Quand la mère est rentrée rapidement, parce qu'évidemment quand t'apprends que ton fils a failli se faire kidnapper, je pense que tu réagis très vite. La police a été contactée, une déposition a été déposée, mais malheureusement l'homme qui a essayé de kidnapper William n'a jamais été retrouvé. William dit qu'il avait quelques cours d'autodéfense à son actif, donc ça l'a sûrement aidé à notamment parer la fameuse main qui était censée l'empêcher de crier. Mais en tout cas, il est très heureux d'avoir agi de la manière dont il a agi, de ne pas s'être figé et de juste ne pas réagir, mais de s'être battu pour sa vie, parce que justement, c'est l'enchaînement de ces actes qui ont permis d'arriver à la conséquence de William qui n'a pas été kidnappé et qui reste bien portant. Il prévient également qu'il ne faut jamais évidemment accepter d'argent d'un inconnu comme ça, dans la rue, sans raison, parce qu'il y a peut-être des gens qui peuvent être de bons samaritains et vouloir juste faire un geste de charité, mais il y en a d'autres qui se servent de ce genre de moyens pour justement arnaquer, duper et dans des cas comme celui de William, kidnapper. C'est là que le témoignage de William s'arrête. On est évidemment fort heureux que William s'en soit sorti sans séquelles, même si je pense que il y a des séquelles psychologiques qui demeurent. Il est probable que William, quand il marchait ensuite seul dans la rue, se demandait si cet homme allait revenir dans sa vie ou pas. En tout cas, de ce que William raconte, ça n'a pas l'air d'avoir été le cas. Mais dans les commentaires de ce thread Reddit, c'est là que j'ai vu quelque chose d'assez intéressant et qui rajoute un peu de tension à cette histoire. C'est qu'il semblerait que un tueur en série très connu, Jeffrey Dahmer, utilisait cette technique pour attirer des gens chez lui. Alors je ne suis pas spécialiste sur le sujet, je me suis pas intéressé plus que ça sur l'affaire, donc peut-être que je dis des bêtises, mais de ce que quelqu'un disait dans les commentaires du thread, il semblerait que Jeffrey Dahmer proposait de l'argent à des gens pour qu'ils aillent chez lui, là où il disait qu'il allait les prendre en photo, faire un shooting photo, et en fait chez lui, il les tuait. Est-ce que c'est une technique qui a été utilisée par cet homme-là, et donc William n'a pas échappé simplement qu'à un kidnapping, mais également à une mort? Ça, on ne le sait pas, et je préfère ne pas le savoir plutôt que d'en être sûr, mais que William ait perdu la vie. Nous allons commencer avec la première histoire, avec le témoignage de Salma. Salma nous dit qu'au moment où se sont passés les événements qu'elle souhaite raconter, elle vivait dans une maison qui avait en quelque sorte deux entrées. C'est-à-dire qu'elle avait une entrée, l'entrée principale, on rentrait chez elle par la porte, et elle avait une autre entrée qui se trouvait dans son jardin. Sa chambre donnait directement sur ce fameux jardin où il y avait une porte qui était toujours verrouillée, et à côté de ces portes il y avait des murs assez hauts qu'on ne pouvait pas escalader facilement. Il fallait soit que quelqu'un fasse la courte échelle, ou alors qu'il se serve d'un petit boîtier électrique qui se trouve à l'extérieur, qu'il grimpe dessus, et là il pouvait escalader. Vous l'avez compris, si on voulait escalader ce petit muret, c'est qu'on voulait aller au-delà de celui-ci. C'était pas un mur sur lequel on montait pour tester un peu son équilibre. La nuit, à 3h du matin, Salma est réveillée par un son. Et un son déjà qui n'est pas rassurant. Ce qu'elle entend, c'est quelqu'un chanter. Elle entend donc un chant, elle entend également des rires, des voix, et dans un premier temps, bien que ça ne la rassure pas directement, elle se dit que c'est peut-être ses voisins qui font ce bruit. Peut-être que des amis étaient passés pour boire un verre, ce qui pourrait expliquer ces petites nuisances. Salma décide donc de passer à autre chose et essaye de se rendormir. Le temps passe, sans que Salma n'arrive à retrouver le sommeil parce qu'elle est quand même dérangée par les bruits de l'extérieur, et elle se rend compte que ça dure pendant 45 minutes. Pendant 45 minutes, elle a essayé de retrouver le sommeil, mais impossible. Elle était trop dérangée. Et alors qu'elle était en train de cogiter, c'est le genre de choses qui peut arriver quand on n'arrive pas à trouver le sommeil, on repense à plein de choses, et bien là, elle repense aux voix qu'elle entend, et elle remarque qu'elle entend qu'une seule voix. Il n'y a personne qui chante avec la voix qu'elle entendait, personne qui rigole, personne qui parle, donc tout semble l'amener au fait que la personne qui fait ce bruit est seule. Donc Salma pense encore à une autre situation. Elle pense qu'il y a quelqu'un dans la rue qui est en état d'ébriété. Un peu curieuse, Salma s'est réveillée pour voir si elle avait raison ou tort. Elle va vers sa fenêtre, elle tire le rideau et elle essaye de regarder au niveau du lampadaire à l'extérieur pour voir si elle voit quelque chose. Elle ne voit rien au-delà du mur, donc dans la rue derrière sa maison. Par contre, elle voit quelque chose dans son propre jardin. Elle voit un homme allongé
par terre qui s'amuse à faire tourner un couteau de boucher. Chose qui alerte encore plus Salma en voyant ce spectacle, c'est qu'elle a des chiens. Des chiens qui sont dans le jardin et qui ne sont pas inquiets par rapport à la présence de l'homme. Ils lui tournent autour et ils ont l'air très contents. L'homme, lui, continue de chanter en faisant un peu balancer le couteau qu'il avait dans la main, et Salma se dit que l'homme chantait soit pour lui, soit pour les chiens. Et bien que les chiens n'aient pas l'air immédiatement en danger, Salma se dit qu'à tout moment, l'homme peut leur faire du mal. Elle décide donc de courir dans la chambre de ses parents, de prévenir son père. Son père est généralement un homme plutôt calme, mais dès qu'il apprend qu'il y a quelqu'un dans le jardin, là c'est comme si une autre personne se réveillait. Il sort du lit et il attrape son fusil de chasse, et il se précipite dans le jardin pour faire partir l'homme qui s'y trouvait. Il lui crie dessus en lui disant « Va-t'en tout de suite avant que je ne te fasse exploser la tête ». Sacrée menace. L'homme qui s'était introduit dans le jardin s'est relevé rapidement et il a escaladé le muret très facilement en rigolant. Il ne semblait pas du tout inquiet d'être sous la menace d'une arme. Ces événements ont été signalés à la police, mais la police n'a jamais réussi à retrouver l'homme qui s'était introduit dans le jardin de Salma. Et ce qui intrigue beaucoup Salma et sa famille, c'est que ces chiens n'ont pas pris l'homme pour quelqu'un de dangereux. Ils ne lui ont pas aboyé dessus, ils avaient l'air d'ailleurs assez affectueux avec lui. Alors qu'habituellement, dès qu'un inconnu passait à côté de la porte du jardin, ils étaient assez virulents, ils aboyaient assez souvent. Donc cet événement est un mystère, et encore aujourd'hui, dans la tête de Salma, ça en reste un. C'est là que son témoignage s'arrête. On peut avoir plusieurs théories concernant l'individu. Soit c'était quelqu'un qui avait l'habitude d'être en contact avec des animaux, donc il savait comment s'y prendre pour détendre les chiens et ne pas leur faire sentir le danger. Après, est-ce que cet homme avait réellement des intentions malsaines? Je pense personnellement qu'on peut dire que oui, sinon pourquoi se baladerait-il avec un couteau de boucher? On peut même aller plus loin dans les théories en se disant que l'homme n'était peut-être pas si inconnu que ça à la famille de Salma, et que ce serait peut-être pour ça même que les chiens n'ont pas réagi. Ils l'ont reconnu, donc ils ne lui ont pas aboyé dessus. En tout cas, c'est quelque chose d'assez mystérieux, d'assez inquiétant évidemment aussi de se dire que quelqu'un est venu dans son jardin tranquillement, se poser là, et qu'il jouait avec un couteau de boucher. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, ce que vous pensez de cette histoire. C'est assez intriguant, je trouve. Je vous propose maintenant qu'on voit ensemble la deuxième histoire, qui cette fois-ci sera celle d'Étienne. Étienne nous dit que son histoire s'est passée alors qu'il était âgé de 22 ans. À ce moment-là, il venait d'être diplômé de l'université, il ne savait pas vraiment quoi faire de sa vie, donc ce qu'il a décidé de faire, c'est de retourner vivre chez ses parents pour bénéficier d'un logement gratuit. Effectivement, ses parents ne lui faisaient pas payer de loyer, sauf qu'il a rapidement rencontré des contraintes vis-à-vis de cet hébergement. Il était jeune, célibataire, et c'était assez compliqué de vivre cette vie-là en étant chez ses parents, parce que chez ses parents il y avait quand même certaines règles à respecter et lui voulait obtenir à 100% son indépendance. Ses parents vivaient dans la campagne, de base ils vivaient en ville, mais ils avaient décidé de déménager pour trouver un peu de calme. C'était en soi un endroit plutôt sympa, mais pour un jeune homme c'était assez compliqué à vivre parce qu'il y avait quand même pas mal de trajets pour se rendre en ville, et Étienne, lui, la ville c'est quelque chose qu'il adorait. Pour pouvoir se changer un peu les idées et obtenir petit à petit son indépendance, il a décidé de chercher du travail. Sauf qu'il rencontre un problème de taille, c'est que la majorité des emplois qu'il peut trouver se trouvent en ville, donc à une certaine distance. C'est pas forcément le plus appréciable. Ce qu'il constate, c'est qu'il a besoin d'avoir un logement en ville pour pouvoir trouver du travail et que tout soit plus simple pour lui. Sa démarche est simple, avoir un logement en ville, trouver du travail et commencer à vivre sa vie d'adulte. Mais pour trouver un logement en ville, il a déjà besoin de revenus, chose qu'il n'a pas. Donc ce qu'il trouve, mais Étienne trouve une opportunité. L'opportunité qu'il trouve, c'est un petit job payé sous la table qu'un ami de son père lui propose. L'ami de son père avait une entreprise de construction et il proposait à Étienne de faire quelques tâches en échange d'argent. Et un des amis d'Étienne a proposé contre à peu près 200$ de lui laisser le canapé pour qu'il puisse ensuite trouver du travail en ville. Donc là, le plan d'Étienne se dessine beaucoup plus. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va travailler pour l'ami de son père, obtenir de l'argent, payer une sorte de loyer à son ami qui vit en ville, et là il va chercher un travail qui va le rémunérer, et avec ce travail en ville, il pourra se trouver son propre logement en ville. Son plan se fait un peu étape par étape. Et l'histoire qui l'a marqué, la seule histoire d'ailleurs qui l'a marqué dans sa vie d'un point de vue un peu horrifique, qui l'a mis mal à l'aise, ça s'est passé alors qu'il travaillait pour l'entreprise
de l'ami de son père. Le travail d'Étienne est assez simple. Il n'est pas considéré comme un vrai salarié, c'est un peu comme un travail de babysitting, quoi, c'est du plus. Pour vous expliquer les choses, la société de construction de l'ami du père d'Étienne est rarement ouverte. En tout cas, les bureaux sont rarement ouverts parce que tous les employés sont sur des sites de construction et le bureau, lui, ouvre ses portes uniquement quand il y a des rendez-vous. Donc Étienne, lui, son travail, c'était d'aller dans le bureau et de vérifier juste un petit peu les différents contrats, préparer un petit peu les différents travaux qui étaient à prévoir, ce genre de choses. C'était un peu en quelque sorte de l'assistanat. Un peu comme la maison des parents d'Étienne, le bureau se trouvait en pleine campagne, donc dans un endroit assez isolé. Étienne travaillait déjà depuis quelques semaines dans cette société de construction jusqu'au moment où est venu l'hiver. Une nuit, il avait énormément neigé. Donc le père d'Étienne lui a dit « Va pas travailler aujourd'hui, ce sera trop compliqué », mais Étienne s'est dit que le soir, le lendemain où il avait beaucoup neigé, une fois que la neige aurait donc un peu fondu, il prendrait son gros SUV pour aller travailler, non pas la journée, mais le soir. Comme ça, ses tâches étaient remplies. Il se rend donc vers 20h au bureau. Évidemment, étant de nuit un peu milieu de nulle part, Étienne n'attendait personne. Et pour vous dire que s'il y avait quelqu'un, on le voyait vite, c'est que si on prenait l'allée pour aller dans le bureau, on était obligé de se retrouver devant le bâtiment. C'était pas une route qui permettait d'aller ailleurs. Si on prenait l'allée du bureau, on y arrivait forcément. L'allée s'arrêtait au niveau du bâtiment. Une fois arrivé sur place, Étienne fait son travail. Là, tout se passe bien, c'est très calme. Et à un moment donné, il décide de regarder par la fenêtre, juste comme ça, histoire de faire une petite pause, regarder un petit peu le paysage qu'il trouvait assez joli. Et alors qu'il regarde par la fenêtre, il remarque que, à l'extérieur du bâtiment, dans la neige, il y a une marque assez particulière. Toute la neige sur le sol était assez lisse, mais ce qu'il voit dans le sol, c'est une sorte de trou, comme si en fait quelque chose s'était allongé dans la neige. Étant en pleine nature, Étienne suppose que c'est un chien ou un animal sauvage qui s'est roulé dans la neige. Il trouve ça assez atypique, car il l'a remarqué, mais il ne se pose pas plus de questions que ça. Il retourne à son travail et il décide de partir vers les 2h du matin. Pendant tout le temps où il avait fini de travailler, il avait oublié cette histoire d'empreinte dans la neige, mais c'est en sortant pour retourner vers sa voiture que là, il s'est rendu compte de quelque chose qui l'a mis mal à l'aise. La trace dans la neige qu'il avait vue un peu plus tôt n'était pas du tout la trace d'un animal. Il reconnaît vraiment très bien ce que c'est. Cette trace, c'était la trace d'un homme. C'était pas des empreintes de pas. En fait, ça ressemblait à l'empreinte d'un homme qui s'était allongé dans la neige et qui avait fait, vous savez, un peu l'ange, qui secouait ses mains un peu pour ratisser la zone. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en gros, un homme allongé dans la neige, quoi. Et dans cette situation, il y a plusieurs choses qui alertent un petit peu Étienne. Déjà, quand Étienne est arrivé donc le soir, il n'y avait pas cette trace. Donc quelqu'un est venu alors qu'Étienne était là pour faire cette marque dans la neige. Cette marque a été également faite juste en dessous d'un lampadaire, alors qu'elle aurait pu être faite n'importe où ailleurs. Lampadaire qui se trouvait juste en dessous de la fenêtre où se trouvait Étienne. Autre point, Étienne n'a pas entendu de véhicule venir dans l'allée. Donc quelqu'un est venu, d'où on ne sait pas, sachant qu'autour du bâtiment il n'y avait que des forêts, pour faire cette empreinte dans la neige. Donc dans la tête d'Étienne, quelqu'un a remarqué qu'Étienne était dans le bâtiment, est venu faire cette fameuse empreinte et est reparti. Étienne essaye de voir un petit peu s'il voit quelque chose, des indices, et effectivement il voit certaines choses. Il voit des empreintes de pas qui mènent de la marque, des empreintes de pas très légères, vers les bois avoisinants, et ça ne le rassure pas parce qu'on est de nuit, donc la seule chose qu'il voit au-delà des arbres, c'est la pénombre. Il décide donc de partir, il rentre dans sa voiture, il fait quelques mètres, mais là, une pensée lui vient en tête. En fait, il a peur que son patron pense que lui a fait la marque. En soi, son patron ne lui en aurait pas du tout tenu rigueur, mais Étienne était jeune, donc il s'est dit « ça fait pas pro, faut que j'enlève ». Donc il fait demi-tour, il va au niveau de la marque, il met un petit coup de pied dans la neige pour la camoufler, et il retourne dans sa voiture. À ce moment-là, Étienne n'est pas forcément terrifié. Il est un peu mal à l'aise, il se pose quelques questions, mais il n'a pas vraiment une peur. C'est juste après avoir camouflé la marque dans la neige que là, il va être horrifié. Étienne remonte dans sa voiture et juste avant qu'il ne referme la portière de son SUV, il entend un rire très fort et très aigu venir des bois. C'est ça qui tétanise Étienne. Pendant quelques secondes, qui évidemment lui semblent paraître très longues, il ne bouge pas et d'un coup, le son s'arrête. Étienne n'entend plus que son cœur qui bat très rapidement et de nouveau il entend ce rire
très aigu, mais encore plus fort que la première fois. Il ne sait pas vraiment dire si ce sont des animaux, pour lui ça semble très humain, mais ce qui le perturbe d'autant plus, c'est que ce rire semble être fait par un homme, mais qui semble imiter le rire d'une femme. Pour Étienne, c'est sûr, quasiment, la personne qui fait ce rire a pour but d'effrayer. Et ça a bien marché parce qu'Étienne était tellement apeuré qu'il a décidé de partir sur le champ. Une fois rentré chez lui, en toute sécurité, Étienne s'est couché, il a très mal dormi parce qu'il n'arrêtait pas de repenser à ce qu'il venait de vivre. Le lendemain, il en a parlé à ses parents, et avec ses parents, ils se sont dit qu'il y avait deux possibilités. Soit il pensait voir la marque d'un homme dans la neige, alors que ce n'en était pas une, et c'est son cerveau qui a créé, on va dire, toute la situation. Pensant qu'il avait eu affaire à la marque d'un homme, il a imaginé que le son était le rire d'un homme, alors qu'en fait tout cela n'était dû qu'à un animal. Et la deuxième possibilité, qui est évidemment la plus effrayante, c'est que Étienne avait bien raison, et que c'était bien un homme qui était responsable de tout cela. Après ces événements, Étienne n'a plus jamais revécu quelque chose de la sorte. Il a fini de travailler pour l'ami de son père sans revivre ce genre de situation, sans voir un homme ou quoi que ce soit d'autre rôder autour du bâtiment. Et encore aujourd'hui, Étienne repense à ces événements parce qu'il se dit que il était observé quand il était dans le bâtiment et que la personne qui a fait la marque dans la neige a attendu qu'Étienne sorte du bâtiment pendant un sacré moment pour l'effrayer et faire ce fameux rire. Donc il avait vraiment cette intention de faire peur. Peut-être qu'il avait des intentions beaucoup plus malsaines et qu'il ne voulait pas juste faire peur mais attirer Étienne au niveau de la bordure de la forêt pour lui faire quelque chose de très grave. Il y a également une probabilité qui serait d'un côté la meilleure, c'est que quelqu'un ait juste cherché à faire une blague à Étienne et que ce quelqu'un raconte son point de vue de la situation et que son point de vue est quelque chose qui fait rire. Admettons, c'est un homme qui voulait juste faire une blague, il raconte à ses amis: l'autre soir j'ai fait peur à un mec en faisant croire qu'il y avait une femme qui avait peur dans la forêt, c'était marrant, il ne savait plus où se mettre, il avait peur, tout le monde rigole, on n'en parle plus. Ce serait la meilleure des situations. La pire, ce serait que quelqu'un de mal intentionné ait voulu berner Étienne pour lui faire du mal. La première histoire que je vais vous présenter sera l'histoire de Johnny. Johnny était chez sa sœur avec sa mère et il regardait ses neveux jouer à l'extérieur de la maison. Ils étaient tranquillement en train de s'amuser à retirer l'écorce des arbres dans le jardin et ça a ravivé quelques souvenirs chez Johnny et en repensant un petit peu à ses souvenirs, il a dit à voix haute: c'est bizarre. La mère de Johnny, assez intriguée, a demandé de quoi il parlait et c'est là que Johnny lui a raconté un de ses souvenirs d'enfance. Quand il était petit, il s'amusait dans une petite zone boisée dans le quartier. C'était vraiment un endroit où il y avait quelques arbres à peine, mais étant petit, il appelait ça une forêt. Il était là-bas en train d'attendre un de ses amis qui devait finir ses devoirs pour le rejoindre. Donc pour passer le temps, Johnny s'amusait à retirer l'écorce des arbres. Alors qu'il était en train de passer le temps comme il le pouvait, un homme sorti de nulle part est venu l'accoster. Dans un premier temps, cet homme a intrigué Johnny, mais pas dans le bon sens du terme. Il l'a intrigué parce que, avec lui, il ramenait une odeur horrible. Il ramenait une odeur très forte de tabac froid. C'est quelque chose qui mettait assez mal à l'aise Johnny, mais on lui avait toujours dit qu'il fallait être plutôt sympathique avec les étrangers, même si il ne lui ressemblait pas. Comprenez par là que ses parents lui ont dit d'être aussi sympathique avec quelqu'un qui pourrait être en costume, comme avec quelqu'un qui pouvait avoir des vêtements un peu délabrés. Johnny dit que cet homme ne semblait pas forcément vieux, mais il avait un regard assez vide. Ses dents et ses ongles étaient jaunes, donc il est facile à comprendre que cet homme n'était pas un homme qui prenait forcément soin de lui. Donc, de par l'éducation qu'il a reçue, Johnny est resté poli envers l'individu qui passait par là. Il se disait pas que l'individu venait le voir directement, peut-être que c'était quelqu'un qui passait juste à côté. Donc il lui a fait un sourire un peu gêné et il lui a dit bonjour. L'homme a entamé la conversation avec le petit garçon en lui demandant ce qu'il faisait et Johnny naturellement a expliqué qu'il s'amusait à retirer l'écorce des arbres. En discutant avec l'homme, Johnny s'est rendu compte qu'il n'y avait pas que l'apparence de l'homme qui était négligée. Il avait également une très mauvaise haleine. Johnny dit que c'était la pire chose à propos de cet homme. La pire chose jusqu'à ce que l'homme lui prononce ces quelques mots. Il lui a dit: tu ne devrais pas retirer l'écorce des arbres. C'est comme leur peau. Comment te sentirais-tu si à toi aussi, on te retirait la peau? Et juste après avoir dit ces derniers mots, il a attrapé le bras de Johnny, ce qui évidemment lui a fait peur. Johnny a répondu en bégayant un petit peu qu'il ne savait pas. Et là, la mère de l'ami que Johnny attendait sort de chez elle et appelle Johnny pour lui demander de rentrer dans la maison.
Elle dit que son fils a bientôt terminé, qu'ils vont prendre un petit goûter, donc elle invite Johnny à rentrer. Johnny va donc chez son ami et il oublie assez vite cette rencontre malaisante qu'il a vécue. C'est là que, dans la tête de Johnny, l'histoire s'est arrêtée. Mais dans le futur, quand Johnny, justement, raconte tout ça à sa mère a un regard étrange. Un regard que Johnny qualifie comme coupable. Et elle lui dit qu'il est maintenant temps qu'il connaisse la vérité concernant la rencontre qu'il avait fait dans sa jeunesse. Elle pensait que Johnny avait totalement oublié ces événements, donc elle n'en a jamais parlé, mais voyant qu'il s'en souvient, elle décide de dire ce qu'il s'est passé réellement. Déjà, pour contextualiser un petit peu, Johnny dit qu'il vivait dans un quartier qui était assez petit, donc tout le monde se connaissait. Chaque voisin était un peu ami entre eux, et donc dès qu'il y avait quelqu'un d'extérieur au quartier, les gens le remarquaient. Il se trouve que la mère de l'ami que Johnny attendait le jour de la rencontre a remarqué, ce jour-là, que pendant toute la matinée et une bonne partie de l'après-midi, il y avait un van blanc devant sa maison qui se trouvait juste en face de la petite zone boisée où attendait Johnny en arrachant l'écorce des arbres. Elle trouvait ça assez étrange, mais elle s'est dit d'abord que c'était un visiteur. Ça peut arriver. Néanmoins, juste au cas où, et elle a bien fait, la mère gardait un œil constant sur le van et sur Johnny qui jouait un peu plus loin dans la zone boisée. Et à un moment donné, elle a remarqué un homme sortir du van et se diriger vers Johnny. C'est là qu'elle a pris la décision d'appeler Johnny et de l'inviter à l'intérieur. Elle a décidé d'appeler la police quand elle a vu l'homme attraper le bras de Johnny. La police est intervenue, ils ont interpellé l'homme, ils ont fouillé son van et les découvertes qui ont été faites dans son véhicule étaient déjà très inquiétantes. Mais c'est pas les seules découvertes qui ont été réalisées. Déjà, dans le véhicule, il y avait un appareil photo, pas numérique mais qui fait des polaroids, et sur les murs du van, il y avait des photos de Johnny, dans diverses situations. Johnny chez lui, chez ses grands-parents, à la banque avec sa mère. Les enquêteurs comprennent facilement que l'homme avait ciblé Johnny et le stalker pour essayer de comprendre quelles étaient ses habitudes et également accéder au jeune garçon quand il était le plus vulnérable, c'est-à-dire tout seul. Mais comme je vous l'ai dit, c'est pas la seule chose qui a été découverte. Ce qui a été découvert, c'est également une clé pour un petit garage. Vous savez, les mini-entrepôts où il y a plusieurs pièces de stockage qu'on peut utiliser. La police a donc pris la clé, ils sont allés enquêter dans la pièce de stockage, et à l'intérieur, ils ont retrouvé une pièce remplie de couteaux de différents types. Couteaux de cuisine, couteaux de boucher. Vraiment, il y avait des dizaines et des dizaines de couteaux. Il y avait également des livres sur l'anatomie, beaucoup de rubans adhésifs et pas mal de seaux également. On comprend donc facilement qu'il y avait tout l'équipement à l'intérieur de cette pièce pour enlever quelqu'un, le maintenir contre son gré et pouvoir lui faire divers types de sévices, que ce soit des abus, de la torture. Et la pièce était également recouverte d'une bâche. Pourquoi une bâche? On peut supposer que c'est pour le nettoyage. Si beaucoup de sang coule dans la pièce, c'est beaucoup plus simple de jeter une bâche que d'avoir à nettoyer toute une pièce à la main. Johnny, évidemment, en apprenant tout ça, est sous le choc. Sa mère l'a rassuré en disant que l'homme avait été donc appréhendé, après cette découverte on ne le laisse pas dans la nature, et qu'il avait été envoyé dans un institut spécialisé pour criminels. C'est là que le témoignage de Johnny s'arrête. On est très heureux que les intentions de l'homme n'aient pas été couronnées de succès, parce que dans cette histoire, contrairement à beaucoup d'autres, où la personne qui raconte l'histoire arrive à s'enfuir et donc on ne sait pas quelles étaient vraiment les intentions de la personne, là on sait clairement que l'homme, il avait des intentions très malsaines vis-à-vis de Johnny, et on peut supposer que si jamais Johnny avait été enlevé, il aurait probablement perdu la vie sous l'emprise de cet homme. Ce qui est aussi assez effroyable, c'est que Johnny n'était pas une victime d'opportunité, c'est-à-dire que l'homme ne l'a pas vu comme ça seul et il allait le voir, c'était une victime qui avait été choisie. Donc ce qui rajoute de la tension à ce témoignage, je trouve, c'est qu'on sait que cet homme rôdait autour de Johnny pendant quand même quelques temps. C'était pas une rencontre qui s'est faite au hasard, c'est une rencontre qui a été forcée par le stalker. C'est un témoignage qui est tout bonnement effroyable et je suppose que Johnny, bien qu'il avait en quelque sorte oublié cette rencontre, avec toutes les informations qu'il a obtenues derrière, je pense que c'est quelque chose qui, a posteriori, le marque à vie. Maintenant, je vais vous présenter le témoignage de Scarlett. Scarlett nous dit que son père tenait un restaurant à côté d'une plage et bien qu'il était chef dans ce restaurant, il accueillait également le mercredi un événement en son sein
un événement en rapport avec les voitures, et le vendredi, il accueillait un événement pour des bikers. Généralement, sachant que le mercredi c'était jour d'école, Scarlett n'allait pas souvent à l'événement de voiture, mais par contre le vendredi, elle allait régulièrement à l'événement de bikers. Elle allait assez régulièrement, donc elle a commencé à sympathiser avec certains bikers. Elle adorait vraiment passer du temps là-bas parce que elle dit que ça cassait totalement l'image qu'on pouvait avoir des bikers, peut-être des gens assez froids et tout, alors qu'en fait elle a jamais autant appris les valeurs de la fraternité, de l'amitié, qu'au sein de ce groupe de bikers. Il y a un des bikers avec qui elle a plus sympathisé que les autres, qui s'appelait Teddy, et c'était un très bon ami de son père, donc elle l'appelait généralement Oncle Teddy. L'événement de bikers se passait jusqu'à peu près 10h du soir, donc elle étant assez petite, vers 20h, généralement elle commençait un petit peu à somnoler, donc ce que son père avait fait, c'était que dans l'arrière du restaurant, il y avait un petit matelas, qui était là que pendant l'événement de biker, pour que Scarlett aille dormir si jamais elle était fatiguée. Teddy, lui, était un homme très sympathique, mais qui était une armoire à glace. Il était grand, très costaud, c'était un ex-marine, donc c'était la personne qu'il ne fallait pas embêter, mais avec ceux qui l'appréciaient, c'était un vrai nounours. En plus de ça, sachant que Scarlett était plutôt appréciée des bikers, on lui ramenait souvent des cadeaux, donc c'était vraiment à chaque fois pour elle des soirées où elle passait de très bons moments. Elle avait 6 ans au moment où il s'est passé la chose qu'elle voulait raconter. Donc elle est allée à l'événement des bikers, tout se passait très bien, et vers 20h, elle commence un petit peu à somnoler. Donc son père lui dit « je vais te coucher », il l'emmène donc dans l'arrière du restaurant, et elle se couche tranquillement. Toutes les 15 minutes à peu près, soit son père, soit l'oncle Teddy viennent s'assurer que tout va bien. C'était quelque chose qui se passait en soi à chaque fois, c'est-à-dire que plusieurs vendredis, elle allait se coucher et soit Teddy soit son père venaient s'assurer toutes les 15 minutes que tout se passait bien. Alors qu'elle est endormie, elle sent une main sur son épaule. Elle ouvre les yeux et elle voit un homme qu'elle n'avait vu que très peu. Elle ne connaissait pas son nom, mais elle l'avait déjà vu de temps en temps. Cet homme se présente comme étant Sean, et il dit que c'est un ami du père de Scarlett et qu'il doit la ramener chez elle. L'homme semblait assez amical, souriant, et dites-vous bien que Scarlett n'a que 6 ans, donc elle ne sait pas discerner tout de suite s'il y a danger ou pas. Donc ce qu'elle fait, sachant que l'homme a dit être un ami du père, c'est qu'elle le suit. Elle se dirige donc à l'extérieur du restaurant. L'événement de biker se trouvait derrière le restaurant, et l'homme conduit Scarlett devant le restaurant, là où les voitures sont garées. Elle le suit donc jusqu'à sa voiture, et Sean dit à Scarlett de monter à l'arrière. Elle ouvre la portière, et déjà sur la banquette arrière, il y avait une sorte de petite bâche plastique. À ce moment-là, Scarlett ne réagit pas. Elle se dit que c'est peut-être pour éviter que la banquette soit salie. Donc elle monte dans le véhicule, et au moment où elle va fermer la portière, Teddy, qui allait s'assurer que Scarlett allait bien, vous savez, dans le fameux créneau de 15 minutes, passe et pour aller dans le restaurant, il a fait le tour. Il n'est pas rentré par l'arrière, il est rentré par le devant. Et il a été intrigué par la voiture, non pas parce qu'elle semblait étrange, mais vu que ça faisait du mouvement et que le restaurant devant était assez calme, naturellement son regard était attiré, et heureusement parce que c'est là qu'il a vu Scarlett lui sourire, et Teddy a compris que ce qu'il se passait, c'était quelque chose de pas normal du tout. Donc, plutôt que d'aller chercher le père de Scarlett pour lui dire qu'il y avait quelque chose de bizarre qui se passait, il s'est précipité sur sa moto, et il a commencé à poursuivre la voiture qui a démarré sur l'avenue. Teddy était derrière le véhicule, l'avenue était assez longue, Sean a vu dans le rétroviseur que Teddy le suivait, donc il a essayé d'accélérer, mais il avait un vieux véhicule, pas une moto, donc il avait beau mettre le pied au plancher, il ne pouvait pas distancer Teddy. Donc comprenant que son entreprise a échoué, car oui, Sean était en train clairement d'enlever Scarlett, il s'est arrêté sur le bas-côté, il a dit à Scarlett de sortir, et il s'est barré. Teddy a récupéré Scarlett et l'a ramenée au restaurant. En arrivant au restaurant, déjà, la police avait été appelée et était présente sur les lieux. Scarlett, qui était dans le véhicule de l'homme, n'a pas vu si Teddy avait appelé la police ou le père alors qu'il était sur sa moto, mais en tout cas, la police était là quand elle est revenue. Elle était encore un petit peu dans les vapes, elle était encore dans un demi-sommeil, donc elle ne se souvient plus trop de ce qu'il s'est passé, c'est assez flou, mais ce dont qu'elle se souvient, c'est qu'on lui a posé des questions, on lui a demandé de décrire physiquement l'homme pour en faire un portrait robot. Teddy, lui, avait la plaque d'immatriculation de l'homme parce qu'il se trouvait derrière le véhicule. Il a pu faire également une description du véhicule. Et la seule chose qu'elle sait, c'est qu'un avis de recherche a été lancé concernant le véhicule et l'homme. Et c'est tout. C'est 8 ans plus tard que Scarlett a eu des révélations alors qu'elle était âgée de 14 ans, car son père a estimé qu'elle était maintenant assez vieille, assez âgée pour savoir ce qu'il s'était passé. Il se trouve que Teddy avait remarqué Sean plusieurs fois à l'événement de biker rôder autour du restaurant.
C'était un homme qui était un client régulier dans le restaurant, et il se trouve qu'il observait Scarlett depuis environ un mois, et c'est pour ça qu'en fait il connaissait certaines informations sur elle qui l'ont mise en confiance. Je vous l'ai pas dit dans l'histoire, mais quand il lui a parlé, il s'adressait à elle avec un surnom qu'on lui donnait, surnom qu'il a appris en passant du temps dans le restaurant. Il connaissait donc l'emploi du temps de Scarlett, c'est-à-dire qu'elle n'était pas là le vendredi soir, mais qu'elle était là le vendredi, qu'on l'a laissée dans l'arrière du restaurant pour dormir. Il connaissait également le créneau de 15 minutes, donc ce fameux Sean savait qu'il devait intervenir dans le créneau de 15 minutes pour essayer d'enlever Scarlett. Et d'ailleurs c'est pour ça que le père de Scarlett, Teddy, faisait cette fameuse ronde autour de la jeune fille, c'est qu'ils avaient remarqué cet homme, et sachant qu'il n'avait rien fait de mal, ils ne pouvaient pas lui dire de partir ou quoi que ce soit, mais il voulait s'assurer de la sécurité de la jeune fille, donc c'est pour ça qu'il faisait cette fameuse ronde toutes les 15 minutes à voir si tout allait bien. Et justement, en allant voir si tout allait bien, il se sont rendu compte que Scarlett avait été enlevée. Scarlett fait également quelques rapprochements, par exemple quand Teddy l'a ramenée vers le restaurant, juste après avoir été enlevée, elle se souvient qu'il n'y avait plus aucun biker qui était sur place, et elle pensait que c'était parce que la police était arrivée et qu'il ne voulait pas avoir de problème, alors que pas du tout. Les bikers s'étaient en fait lancés dans une chasse à l'homme. Ils étaient tous partis pour essayer de retrouver le fameux Sean et le livrer aux autorités compétentes. Apparemment, cet homme était déjà connu des bikers aussi parce qu'il fréquentait un de leurs bars qui se trouvait dans la ville. Scarlett a demandé à son père ce qu'il était ensuite advenu de la situation, et son père a juste répondu, ils l'ont trouvé. Est-ce que derrière ils l'ont livré aux autorités compétentes ou est-ce qu'ils lui ont fait la peau? Ça, on ne le sait pas. C'est là que le témoignage de Scarlett s'arrête. C'est un témoignage à la fois horrible, mais à la fois très beau dans la finalité. Je m'explique. Ce qui n'est beau, c'est pas l'enlèvement, ça c'est horrible, on est d'accord, mais ce qui est beau, c'est de voir le dévouement de tous ces bikers pour rendre justice. Ça, je trouve que c'est quelque chose d'incroyable. Après, s'ils ont retrouvé l'homme, évidemment, la vengeance n'est pas une solution en soi, donc on espère qu'ils lui ont pas fait la peau, mais qu'ils l'ont livré à la justice pour qu'il soit inculpé pour ses méfaits. Peut-être que la justice aurait mené une enquête et qu'on aurait vu qu'il avait tenté de faire ça à d'autres personnes. On ne sait pas, peut-être qu'une enquête aurait permis de découvrir d'autres choses. Qui sait? On va spéculer sur quelque chose de dramatique. Admettons cet homme kidnappait beaucoup d'enfants et les enfermait, je sais pas, chez lui par exemple. Eh bien, si on le tue, on ne peut pas retrouver les enfants. Si on le livre à la justice et qu'une enquête est menée, on peut les retrouver. J'espère que vous voyez où je veux en venir. En tout cas, témoignage horrible. Ça, vous en conviendrez évidemment, l'enlèvement d'un enfant. On a comme pour la première histoire une partie stalk où on sait que l'homme a analysé Scarlett pour déterminer quel était le meilleur moment où l'attaquer. L'attaquer entre guillemets. Dans cette première histoire, on va voir le témoignage de Gauthier. Gauthier nous raconte quelque chose qui s'est passé quand il avait 15 ans. Il nous dit qu'il était parti avec des amis un après-midi pour aller voir des films et ses parents à ce moment-là travaillaient. Il est parti un peu tardivement dans l'après-midi et il indique qu'il a fait une grossière erreur, il a quitté son domicile sans penser à verrouiller la porte d'entrée. Quand le film était terminé, Gauthier est rentré chez lui. Il est rentré aux alentours de 17h, ses parents eux n'étaient pas encore là, ils comptaient rentrer plutôt vers 20h. C'est sur le trajet retour qu'il s'est dit « mince ». Et j'ai oublié de fermer la porte. Il rentre chez lui tranquillement, il regarde un petit peu dans sa maison, il n'y a pas l'air d'avoir de trucs étranges, donc il se dit que son oubli passe inaperçu, que ça n'a pas eu de conséquences, et il va donc dans sa chambre pour se mater un petit Netflix sur son ordinateur. Alors qu'il est en train de regarder un film d'horreur. Il fait absolument tout bien Gauthier, il oublie de fermer la porte d'entrée et après il se met un film d'horreur. Je pense que c'est une mauvaise idée. Du temps se passe sans que rien n'arrive, il est à la moitié à peu près de son film d'horreur, donc c'est-à-dire à peu près 30-40 minutes après l'avoir mis sur son PC, et là il entend des bruits dans l'escalier. Ces bruits se dirigent vers sa chambre, et donc immédiatement Gauthier comprend qu'il y a un problème. Il sait que ce n'est pas ses parents, donc ce qu'il décide de faire c'est de trouver une solution très rapidement, et la seule solution qui lui vient en tête, c'est de se cacher. Il se cache dans son armoire, qui est très petite, et une fois caché, il remarque quelques minutes à peine après être rentré dans le placard, qu'une personne rentre dans sa chambre. La personne fouille dans toute la chambre, il ouvre les tiroirs, il regarde sous le lit, et à un moment donné, la personne s'approche du placard où est caché Gauthier. Gauthier décide de retenir sa respiration, et la personne ouvre le placard où il est caché. Là le mec sort un couteau, il tranche la gorge de Gauthier, fin de l'histoire. Radical. C'est faux, parce que cette histoire finit bien et Gauthier a eu énormément de chance. Parce que dans le fameux placard, qui est une sorte de petit dressing, il y a des vêtements qui sont suspendus et Gauthier mettait là-dedans donc des vestes et des manteaux. Il était caché derrière et en retenant sa respiration, la personne qui a ouvert le placard n'a pas remarqué que Gauthier était derrière. La personne
a jeté un petit coup d'œil rapide, il a vu qu'il n'y avait que des vêtements et rien à voler de valeur, donc il a refermé le placard et il est parti. Gauthier a attendu pendant 2 heures dans le placard, tellement choqué de ce qui venait de se passer, et au bout des 2 heures, il a décidé de sortir du fameux placard pour prendre son téléphone et appeler ses parents. Ses parents ont appelé la police, et la police et les parents sont arrivés en même temps sur place. La police a enquêté, il se trouve que le voleur n'avait volé que l'ordinateur de Gauthier. Une plainte a été déposée, mais l'homme n'a pas été retrouvé, et Gauthier se sent encore aujourd'hui terriblement coupable de ce qui s'est passé, parce que selon lui, la personne est rentrée dans la maison quand lui n'était pas là et qu'il avait oublié de verrouiller la porte d'entrée. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Ça, on ne sait pas, parce qu'on ne sait pas à quel moment l'homme est rentré. Ça se trouve, il est juste rentré par une fenêtre après que Gauthier soit rentré. Ça, on n'a aucune idée. Mais vous avez compris un petit peu l'idée de la chose. Personnellement, je compatis pour Gauthier parce que ce qu'il a fait, ça m'est déjà arrivé. Pas de ne pas verrouiller la porte d'entrée. J'ai fait pire que ça. Ce que j'avais fait, c'est que j'avais laissé les clés dans la serrure de la porte, du côté extérieur. Parce qu'encore, si tu oublies de fermer la porte d'entrée, si tu vas pas essayer d'ouvrir la porte, tu peux pas savoir si elle est verrouillée ou pas. Mais quand tu laisses tes clés de maison sur la serrure de la porte, là, tu sais que tu peux rentrer comme tu veux. Fort heureusement, je vivais dans une ville assez tranquille et il s'est rien passé de grave. Il n'y a pas eu de cambriolage ou quoi que ce soit. Les clés avaient été laissées sur la porte et tout, il n'y avait pas de souci. Mais vous comprenez maintenant pourquoi je compatis avec Gauthier dans cette histoire. Dans cette histoire, maintenant, nous allons voir le témoignage de Gellert. Gellert nous dit que son histoire lui est arrivée quand il vivait encore chez ses parents, chose qui n'est plus le cas aujourd'hui. Il vivait dans la maison avec ses frères et sœurs, son frère et ses 2 sœurs, et il vivait en Ohio dans une partie rurale. Donc, ce qu'il veut dire par là, c'est qu'il y avait beaucoup de champs à côté de chez lui, c'était pas du tout un appartement en ville ou une maison dans un quartier avec des maisons environnantes, c'était assez isolé. Lui était étudiant, il allait à l'université et il explique que son père partait très tôt pour aller au travail vers 2 heures du matin, donc il considérait que c'était lui, étant le plus âgé de la fratrie, d'être un peu l'homme de la maison et de protéger tout le monde si jamais il y avait un problème. Néanmoins, au moment des faits, le père est là. Gellert dormait tranquillement, et il se réveille parce qu'il entend que son frère essaye d'attirer son attention. Il était dans sa chambre, normalement le frère avait sa propre chambre, et ce que Gellert dit c'est que de son lit, il arrive à voir la rampe de l'escalier et derrière la porte d'entrée. Donc Gellert émerge un petit peu, il est en train de dormir, donc forcément il met un petit peu de temps à enlever toute la brume qu'il peut y avoir dans ses pensées. Il a besoin d'un peu de temps pour que son esprit se recadre bien et essayer de comprendre ce qui se passe. Il pose ses yeux sur son réveil qui affiche l'heure de 2h30 du matin. Son frère lui dit « Gellert, il y a 2 hommes à la porte d'entrée. » Immédiatement, ça donne une sorte d'électrochoc à Gellert parce qu'il sait que 2 hommes à 2h30 du matin devant ta porte d'entrée, ils viennent pas forcément te demander si t'as du sucre pour leur café. Donc tranquillement, en gardant son calme, Gellert sort de son lit et avec son frère, il se dirige vers la porte d'entrée. Sauf que, quand il regarde, il n'y a personne. Mais ce qui attire son attention, c'est qu'il voit ses parents, son père et sa mère, qui sont à côté de la porte d'entrée, mais un peu cachés pour pas être visibles de l'extérieur, parce que sur sa porte d'entrée, il y avait une vitre. Et avec la vitre, on pouvait voir approximativement, c'était pas une vitre très nette, c'était une vitre un peu, je sais pas forcément comment dire, mais c'était plus de la déco. Mais du coup, on voyait s'il y avait des ombres devant ou derrière la porte, mais on voyait pas nettement. Gellert demande à son père ce qu'il se passe, et son père explique qu'il y avait 2 hommes qui se parlaient devant la porte, et qui avait frappé. Voyant que son père est très sérieux, ça met la pression à Gellert. Il décide donc de remonter rapidement dans sa chambre, attraper son arme à feu. Rappelez-vous, Gellert se considérait comme l'homme de la maison quand son père n'était pas là, donc il voulait mettre toutes les chances de son côté si jamais il y avait un gros problème. Donc il prend son arme à feu et il descend tranquillement les escaliers pour venir vers la porte, en s'assurant que les hommes ne soient pas devant, pour pas qu'ils le voient descendre au travers de la vitre. En chuchotant, les parents expliquent pourquoi eux ont été réveillés. Eux, ils n'ont pas été réveillés par le frère qui est allé les voir, ils ont été réveillés par les aboiements du chien. Et quand ils se sont réveillés pour voir un peu ce qui se passait, là ils ont vu les fameuses ombres derrière la porte et ils ont facilement compris que ces ombres étaient des hommes. Là, Gellert voit les hommes qui reviennent. Il frappe de nouveau à la porte, le chien de Gellert aboie. Bien qu'en soi il n'y a pas de danger imminent, Gellert dit que la situation est très stressante parce qu'il rappelle le contexte. Il est dans une maison certes avec sa famille, les gens sont plutôt tous réveillés, la maison est par contre dans un endroit isolé, les maisons avoisinantes sont à une centaine de mètres, et pendant que les mecs frappent à la porte, le chien aboie, donc ça ajoute une pression, on peut le comprendre je pense. Au bout de quelques minutes après avoir frappé, les hommes s'en vont de nouveau. Là toute la famille se précipite dans la cuisine pour aller regarder aux fenêtres et essayer de voir un petit peu qui sont ces hommes, car l'allée de la maison de Gellert est éclairée par des lumières extérieures, donc ils espèrent, au travers des vitres, voir qui ils sont. De ce que voit la famille, il y a une Cadillac noire garée devant la maison, mais personne ne semble à l'intérieur. En tout cas, personne qu'on ne voit
de l'intérieur de la maison. Donc là, une question demeure. Où sont passés ces hommes? Ils ne sont plus devant la maison et ils ne sont pas dans leur véhicule. La réponse à cette question arrive d'une manière assez étonnante. En tout cas, elle surprend la famille qui cherchait où étaient passés les hommes. La réponse est obtenue quand les poignées de la porte arrière de la maison sont utilisées. Tout le monde comprend que les hommes ont fait le tour de la maison pour essayer d'entrer à l'arrière. Ils se sont dit que personne ne venait pour ouvrir la porte, donc peut-être qu'il n'y avait soit personne ou que tout le monde dormait, donc hop, on peut rentrer dans la maison tranquillement sans se faire remarquer. La mère de famille est paniquée, ça se voit, elle tremble, et là, deux choses se sont passées. Dans un premier temps, l'adrénaline monte dans le corps de Gellert, parce qu'il se dit qu'il a son arme de poing avec lui, son arme à feu, il la tient fermement, mais une pensée lui traverse l'esprit qui le choque, qui l'empêche d'agir. Cette pensée, c'est peut-être qu'il va falloir que je tire sur des personnes. J'ai acheté cette arme parce que j'envisageais qu'une telle chose arrive, mais là, c'est bien réel. Je vais potentiellement devoir tirer sur des hommes si jamais ils rentrent dans la maison. Deuxième chose qui se passe, on va dire, c'est le côté peut-être plus mature, c'est le père de famille qui réagit. Le père de famille va calmement prendre le téléphone, il appelle la police et il explique calmement ce qu'il se passe. Alors que tout le monde était un peu agité, sauf le père de famille très calme au téléphone avec la police, les poignées de la porte arrière arrêtent d'être utilisées. Le calme revient. La famille entend des bruits de pas. Et en fait, les deux hommes ont arrêté d'essayer d'ouvrir la porte arrière et ils sont revenus au niveau de la porte d'entrée. Quelques minutes se sont passées et rapidement, des sirènes de police se sont fait entendre. Là, les deux hommes ont pris la fuite. Il y en a un qui a disparu dans l'obscurité, mais il y en a un autre qui, lui, s'est fait choper par la police. Là, la famille rassurée est sortie à l'extérieur pour rencontrer la police. D'autres agents de police ont fait le tour du voisinage sur les centaines de mètres et le deuxième homme a été finalement retrouvé dans le jardin de la maison. Il n'était pas allé super loin, il avait essayé de se cacher dans une petite cabane en bois où il y avait du matériel de jardinage qui appartenait à la famille de Gellert. Il semblait que les deux hommes qui avaient donc frappé cette nuit-là à la porte de la maison de Gellert étaient ivres et avaient consommé des substances. Ils en avaient également sur eux. Ils ont été arrêtés. Mais c'est la fin de l'histoire. Gellert et sa famille n'ont jamais su si ils avaient été envoyés en prison, s'il y avait d'autres charges qui avaient été retenues contre eux, ou si jamais ils ont été libérés plus tard, faute de preuves. Évidemment, c'est une expérience qui a traumatisé la famille. C'est un souvenir qui reste gravé dans la tête de chacun, mais fort heureusement qu'il les empêche pas de vivre au quotidien. Ça n'a pas créé vraiment de traumatisme derrière, traumatisme qui fait que personne n'arrive à dormir de nuit. Ça l'a pas fait. La famille a réussi à reprendre une vie normale plutôt rapidement. Dans ce témoignage, nous allons suivre l'histoire de Matteo. Matteo nous dit, pour nous donner un petit peu de contexte sur sa vie, qu'il est plutôt fan de tout ce qui est randonnée et balade en forêt. Généralement, quand il est seul, ce qu'il fait, c'est se balader dans une forêt qui se trouve non loin de chez lui. Mais là, au moment des faits, il n'était pas seul, il était avec un ami du nom de Lars, et pour l'occasion, il allait se balader avec lui dans une forêt qui se trouvait à 3 heures de chez lui. Le but était simple, c'était se balader en forêt, passer du bon temps en pleine nature, ensuite passer la nuit à l'hôtel, dans un motel, et continuer à se balader ensuite. Dans un premier temps, Matteo et Lars décident de se balader dans un coin qui est très fréquenté par des randonneurs, un coin qui est vraiment très grand. Ça peut être un bémol pour certaines personnes qui souhaitent faire des randonnées assez rapides, mais pour Matteo et Lars, ce n'est pas le cas du tout, c'est un vrai bonheur. Sur la balade, il n'y a pas grand chose à dire, le lieu est magnifique. Il n'y a pas grand monde, mais de temps en temps, Lars et Matteo sont amenés à croiser quelques randonneurs. À un moment donné, alors qu'ils sont en train de marcher, ils suivent le chemin de randonnée et un choix s'offre à eux. Soit prendre un chemin qui ramène vers un coin où il y a un peu de monde, soit prendre un autre chemin, on va dire c'est soit on va à gauche soit à droite il y a du monde et à droite il n'y a personne. On est très tranquille. Matteo et Lars décident d'aller vers là où il n'y a personne. Ils prennent donc ce chemin, ils marchent un petit peu, et à un moment donné, ils tombent devant un spectacle qui ne les horrifie pas de suite, mais qui les étonne énormément. Ils tombent sur un homme totalement nu, qui est penché un peu à l'extérieur du chemin comme s'il observait quelque chose. Un peu mal à l'aise, Lars et Matteo décident de faire demi-tour. Ils se disent pas on va continuer et potentiellement faire une rencontre qui peut être malaisante, on va plutôt retourner sur nos pas et faire comme si rien ne s'était passé. Néanmoins, vous vous en doutez bien, voir une telle chose, ça occupe un peu l'esprit. Lars et Matteo parlent donc de ce qu'ils viennent de voir, et alors qu'ils sont en train de parler, ils entendent une voix derrière eux. Ils se retournent, et ils constatent que l'homme nu qu'ils avaient vu se trouve juste derrière eux, et essaye de communiquer avec Lars et Matteo. Il a un insecte dans la main, et il essaye de parler de l'insecte qu'il vient de trouver. Vous vous en doutez certainement, nos deux amis sont très mal à l'aise. Matteo nous fait une rapide description de l'homme. Et en soi, il n'y a rien d'alarmant. L'homme est de taille moyenne,
mince, il est chauve, il n'a pas des cicatrices ou des tatouages ou quoi que ce soit qui attirent l'œil. Les deux jeunes hommes sourient, assez gênés, ils ont un léger rire de malaise, et ils décident de reprendre la route et de ne pas continuer la conversation avec cet homme totalement nu. Ils arrivent à retourner jusqu'à leur voiture sans souci, et une fois à l'intérieur, on va dire que la pression s'en va, et ensemble ils rigolent. Bien qu'ils aient eu assez peur sur le moment, ils trouvent que la situation avait aussi un petit côté amusant, assez drôle. C'est sûr que c'est assez burlesque de se retrouver face à un homme nu comme ça, qui n'est pas en soi dangereux, et qui vient nous parler d'un insecte. Ensemble, ils conduisent jusqu'au motel, ils vont à la réception, ils s'enregistrent, ils valident leur réservation, et alors qu'ils sont en train de parler avec le réceptionniste, ils voient qu'un homme rentre dans le motel, et cet homme, ils le connaissent bien, c'est l'homme nu qu'ils avaient vu un peu plus tôt dans la forêt. Sauf que cette fois-ci, cet homme avait des vêtements. Bon, en même temps, je pense que s'il était rentré totalement nu dans le motel, il se serait vite fait mettre à la porte. Ce que constatent Matteo et Lars, c'est que l'homme avait des vêtements déchirés, ils étaient délabrés, et il s'est positionné dans la file d'attente juste derrière Matteo et Lars, comme si lui-même voulait s'enregistrer. Matteo et Lars avaient quasiment fini de s'enregistrer, donc une fois que l'opération était terminée, ils se sont précipités dans la chambre qu'on leur avait attribuée, et ils s'y sont enfermés, parce que là, voyant que l'homme est rentré dans le même hôtel qu'eux, une pensée leur vient en tête. Ils se demandent si l'homme les a suivis, ou alors, est-ce que tout cela n'est qu'une grossière coïncidence? Nos deux amis décident de choisir la solution de la sécurité, c'est-à-dire qu'ils se disent que non, ce n'est pas une coïncidence. Pour Matteo, la solution est claire. Il faut donc partir de l'hôtel. Ne pas rester une seule nuit, partir sur le champ. Mais pour Lars, c'est différent. Il se dit, on a réservé l'hôtel, on a tout enregistré, on va rester, on va bien voir ce qu'il se passe. Donc, sur ce désaccord, Lars et Matteo restent donc à l'hôtel. Lars sort pendant la soirée pour aller fumer une cigarette, Matteo lui est tout seul dans la chambre, et quelques minutes après que Lars soit parti, Matteo se dit non, je reste pas là, je vais le rejoindre. Donc il quitte la chambre, il fait le chemin pour aller jusqu'à l'extérieur où se trouve Lars, ensemble ils bavardent un petit peu, et alors qu'ils sont ensemble à l'extérieur, comme par hasard, l'homme qu'ils avaient vu auparavant nu dans la forêt sort à son tour. Il sort, et là du coup Lars se dit ok, on reste pas dehors avec lui, il éteint sa cigarette, et il fait une petite tape sur l'épaule de Matteo pour qu'il comprenne, on rentre. Sauf que juste avant qu'il ne rentre à l'intérieur, nos amis remarquent que l'homme sort quelque chose de brillant de son manteau. Ce qu'il a sorti, c'est un couteau. En tout cas ça c'est ce que Matteo pense, il faisait tellement sombre de nuit comme ça qu'il ne voyait pas vraiment ce que c'était. Il pense voir un couteau mais il n'en est pas certain. Ce dont il est certain, c'est que c'est un objet pointu et tranchant. Et là, l'homme, qui était nu, pose l'objet tranchant sur sa manche et il fait des gestes secs. Matteo voit qu'il y a un liquide qui coule sur le sol et c'est là qu'il comprend que ce liquide, c'était du sang. Matteo et Lars, apeurés, rentrent rapidement dans le hall de l'hôtel, ils préviennent la réception et quand la réception est sortie devant l'hôtel pour voir ce qu'il en est, il y avait toujours une petite flaque de sang. Mais l'homme qui s'était du coup coupé au niveau du bras était parti. C'est la dernière fois que Matteo et Lars ont vu cet homme. Ils ne sont pas retournés en forêt le lendemain, ils sont directement rentrés chez eux suite à cette expérience qui les a assez marqués, ce qu'on peut comprendre évidemment. De plus, ils sont rentrés chez eux avec beaucoup de questions. Qui était cet homme? Que faisait-il totalement nu dans une forêt? En plus, avec les événements qui se sont passés le soir, ils savaient que l'homme avait une arme avec lui, qu'il aurait pu utiliser en forêt. Est-ce que Lars et Matteo étaient potentiellement des cibles? Est-ce qu'ils ont été suivis? Pourquoi est-ce que l'homme s'est fait du mal comme ça? Et toutes ces questions, ce sont des questions qui sont sans réponse. Si vous avez des théories, évidemment, je vous invite à les noter en commentaire, c'est avec grand plaisir que j'irai voir tout ça. Évidemment, cette expérience a traumatisé Lars et Matteo, ils font nettement moins de randonnées, parce qu'ils ont peur de tomber sur le même type d'homme, ou alors, bien que les risques soient assez minces, ils ont peur de retomber sur cet homme-là précisément, et ils ne savent pas d'ailleurs comment ils pourraient réagir si jamais ils étaient amenés à retomber sur lui dans l'avenir. Dans cette histoire, nous allons suivre le témoignage d'une jeune femme que nous allons prénommer Lily. Lily nous dit que c'est quelque chose qui lui est arrivé en 2005 alors qu'elle était âgée de 25 ans. Elle nous dit qu'à l'époque elle vivait au pays de Galles et qu'elle a commencé à sortir avec un certain Paul. Elle n'avait pas vu sa maman depuis longtemps de par sa profession, de par sa vie quotidienne, donc pour marquer un peu le coup, elle a décidé de l'emmener avec elle en République tchèque. C'était un endroit que Lily affectionnait beaucoup, sa mère également, donc elle se disait pourquoi pas se retrouver là-bas pour se rappeler de beaux souvenirs.
Elle adorait Prague, et elle a toujours eu des bons souvenirs dans cette ville, elle n'a jamais eu de problème ou quoi que ce soit, rien qui ne pourrait faire office de serait d'horreur en tout cas. D'ailleurs, elle n'a jamais eu peur de se retrouver seule là-bas, elle a souvent visité la ville en solitaire, et ayant beaucoup visité cette ville, elle a testé bon nombre de choses. Lily s'est dit qu'elle allait se rendre sur place un jour avant le rendez-vous avec sa mère parce que les billets étaient moins chers. Quand on peut faire de bonnes affaires, pourquoi s'en priver? Donc, le programme est simple. La veille du rendez-vous avec sa mère, Lily se rend à Prague, elle dort dans une auberge de jeunesse, quelque chose comme ça, un truc de très peu cher, et ensuite, elle voit sa mère le lendemain. Elle comptait pas emmener sa mère dans une auberge de jeunesse, elle comptait réserver un hôtel, mais pour elle, quand elle est seule, l'auberge de jeunesse c'est un bon plan parce que de 1, ça ne coûte pas cher, et de 2, ça lui permet de rencontrer des gens, chose qu'elle adore. Elle nous dit qu'elle a séjourné dans beaucoup d'hôtels ou d'auberges de jeunesse, et qu'elle a vraiment vécu tout type d'expériences, des expériences vraiment incroyables, d'autres bizarres. Elle a côtoyé des lieux qui étaient soit assez luxueux, soit vraiment pas sales, mais où la qualité n'était pas forcément au rendez-vous. Elle a donc naturellement déjà vécu des expériences un petit peu inconfortables, mais rien qui l'a traumatisée au point qu'elle se dise « plus jamais je vais à Prague ». Petit point noir dans le programme de Lily, l'auberge de jeunesse où elle comptait aller, une auberge où elle était déjà allée par le passé, où elle avait eu de très bonnes expériences, était complète. Donc elle a dû se tourner vers un autre lieu. Elle en a trouvé une vraiment pas chère, à 12 €. En termes d'emplacement, c'était plutôt cool, mais les critiques concernant l'auberge étaient un petit peu mitigées. Il y avait du bon, du très bon, du mauvais comme du très mauvais. Elle se dit qu'elle se la tienne, c'est pour une nuit, même si j'ai pas une expérience incroyable, c'est pas grave. Donc Lily prend son avion pour la ville de Prague. Une fois arrivée sur place, elle prend un bus et elle se retrouve à son auberge. Déjà quand elle arrive à l'auberge, quelque chose la choque. Ça ne ressemble pas vraiment aux photos qu'il y avait. C'était à l'intérieur d'un immeuble sur 4 étages, mais l'auberge, elle, n'occupait qu'un seul étage. En plus de ça, dans l'immeuble, la sécurité n'était pas forcément au top, c'est-à-dire que la porte de l'auberge ne se fermait pas. Donc, tout le monde pouvait rentrer comme il voulait, même ceux qui n'étaient pas clients. Apparemment, la réception était censée être ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On la voyait depuis le palier du 2e étage. Logiquement, il devait toujours y avoir quelqu'un en service. Et quand elle est arrivée, Lily a remarqué qu'il n'y avait pas d'autres clients. Elle était toute seule. Il n'y avait qu'une personne à la réception, donc Lily naturellement s'est présentée, elle a dit qu'elle avait réservé. Et la chambre était en fait un dortoir mixte pour 10 personnes. Et en arrivant dans cette pièce, Lily se rend compte qu'il n'y a qu'un lit qui semble être utilisé. Tous les autres semblent intacts, ou en tout cas il n'y a pas d'affaire. La personne qui loge dans l'auberge, l'autre personne en plus de Lily, n'est pas là. Donc déjà elle ne sait pas dire si la personne qui est avec elle est un homme ou une femme. Lily a adopté une petite stratégie pour préserver son espace personnel. Un peu comme dans les toilettes des hommes. Il y en a peut-être qui vont voir de quoi je veux parler. Quand on a l'urinoir, il y a une personne qui se met à une extrémité, et s'il n'y a personne d'autre, et que toi tu vas aller aux toilettes, tu vas à l'autre extrémité. C'est ce que fait Lily. Elle voit le lit, elle se met à l'opposé, comme ça elle a son espace, il n'y a personne d'autre, comme ça l'autre aura également son espace. Devant la porte de la chambre, il y avait 3 salles de bain, donc Lily s'installe, elle a un petit peu observé quel service était proposé, ensuite elle décide de se changer, mettre des vêtements où elle est plus à l'aise, et après elle décide de ranger un petit peu ses affaires rapidement, et une fois qu'elle a fait tout cela, son ventre gargouille, elle a faim, donc elle se dit qu'elle va ensuite aller manger. Alors qu'elle descendait les escaliers dans la cage d'escalier, elle croise un homme qui lui montait. Au début, elle n'y prête pas attention, elle le remarque seulement quand l'homme en fait s'arrête devant elle pour la fixer. C'était un homme qui était assez grand, qui avait probablement la vingtaine, des cheveux assez longs, mais ce qui a le plus marqué Lily à ce moment-là, c'est l'odeur que dégageait cet homme. Il avait une odeur de graillon, vous savez, quand on va dans un restaurant asiatique à volonté, ou dans des restaurants qui proposent tout ce qui est frit, quand on ressort, on a une certaine odeur sur nous. Je sais pas si c'est une référence commune, mais dans ma famille on appelle ça l'odeur du graillon, c'est l'odeur un peu de friture. Ses yeux étaient assez grands, vitreux, et bien que Lily ait l'impression que l'homme les regardait dans les yeux, elle a ce pressentiment que l'homme en fait ne l'a pas vraiment vu. Bizarre comme explication, mais c'est ce que dit Lily. Lily décide de continuer sa route pour aller dîner, elle dîne non loin de son auberge, dans un petit café qui se situe juste en bas. Après avoir mangé, elle décide de se balader un petit peu. On était à la période de Noël, donc il y a encore quelques marchés de Noël qu'elle a apprécié visiter. Et une fois que le temps est un peu passé, elle a décidé de retourner vers son auberge. Une fois arrivée à l'auberge, la personne à la réception est toujours là, et dans la chambre, personne d'autre. Pas d'autres clients,
Il y a toujours les vêtements de la personne qui occupe la même chambre que Lily, mais la personne n'est toujours pas là. Là, coup de fatigue pour Lily, elle est fatiguée, ses yeux sont un peu irrités, donc elle enlève ses lentilles et elle décide d'aller dormir pour entamer le lendemain une nouvelle journée. Elle nous dit que généralement, elle a l'habitude de dormir quand elle est en auberge de jeunesse avec ses lentilles, parce que sans lunettes ou lentilles, elle ne voit absolument rien, et s'il y a un problème dans l'auberge, par exemple l'alarme incendie qui sonne, eh bien au moins elle peut se réveiller et voir ce qu'il se passe. Chez elle, elle ne prend pas cette précaution, mais là on peut comprendre qu'elle le fasse. Là, elle avait vraiment les yeux quand même assez irrités, donc elle a décidé d'outrepasser sa fameuse règle et de dormir sans ses lentilles. Lily s'endort, et elle a qu'une hâte, c'est de retrouver sa mère le lendemain soir. Lily ne sait pas depuis combien de temps elle dormait, mais elle est réveillée en urgence. Elle ouvre ses yeux, la pièce était sombre, et elle entendait une voix lui parler, mais cette voix venait d'assez loin, c'était pas juste à côté de son oreille. Un peu dans les vapes, Lily pense que cette voix-là venait d'abord d'un rêve. Elle entendait quelqu'un parler en anglais et avec un débit assez rapide. Vous vous en doutez bien que Lily elle comprend rien, donc elle essaye un petit peu de sortir de son état de sommeil. Elle essaye de se lever, elle se dit que debout, elle reprendra plus vite possession de son corps, de ses esprits. Et alors qu'elle est en train de faire le mouvement pour se lever, une force la repousse sur son oreiller. Ça a eu l'effet d'un électrochoc sur Lily, parce que d'un coup ses neurones se sont reconnectés et elle était maintenant bien consciente. Elle a vu un homme, l'homme qu'elle avait vu plus tôt dans la cage d'escalier, qui était assis sur son lit. Elle ne le distinguait pas vraiment, il faisait sombre dans la pièce, donc la seule chose qu'elle voyait c'était ses contours, mais elle en est sûre, elle a bien reconnu cet homme. Avec un léger faisceau lumineux qui passait au travers d'une fenêtre, sûrement la lumière d'un lampadaire de la rue, elle a pu voir qu'il y avait quelque chose qui brillait à côté de l'homme, quelque chose de métallique. Ce qui a permis l'identification en plus de cet homme, c'est également l'odeur qu'il dégageait, l'odeur que Lily a reconnue, cette odeur de graillon, de friture. Lily essaye de se rasseoir sur son lit, mais de nouveau, elle est replaquée contre son lit. Elle n'est pas juste poussée cette fois-ci, l'homme lui attrape la main gauche et la place au-dessus de sa tête. D'un coup, Lily pense évidemment au pire. Elle se dit, cet homme va abuser de moi. Elle commence à se mettre dans une position défensive. Elle se dit, ok, je vais pas me laisser faire. Elle veut se débattre, mais juste avant qu'elle commence à gigoter pour faire partir l'homme, l'homme se recule et lui parle. Il lui parle avec une voix tremblante, et Lily remarque que l'homme pleure. Et en pleurant, il lui dit « Je suis désolé ». Lily est un peu estomaquée par ce que l'homme vient de dire, elle dit « Mais quoi ?» Et l'homme lui répond « Je dois utiliser le couteau ». Dans la tête de Lily, ses pensées ne font qu'un tour. Elle n'est pas confuse ou quoi que ce soit, elle se dit à elle-même « Ok, il va abuser de moi, je pourrais aller au-delà de ça, je pourrais m'en remettre, mais il faut absolument pas qu'il m'enlève la vie ». Donc elle dit à l'homme « Le couteau ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que tu fais ?» Et toujours en sanglantant, l'homme lui répond « Je ne veux pas, je suis pas un méchant, mais t'étais pas censé voir ça, tu n'étais pas au courant de ce que tu voyais. » Lily va lui répondre qu'elle n'a rien vu, qu'elle ne sait pas de quoi il parle, qu'elle n'arrive même pas à le voir lui, et que de toute manière, si on en reste là, elle ne dira rien. L'homme répète ce qu'il a dit, mais en criant cette fois-ci, il dit « Tu n'étais pas censé voir ça. » Lily essaie toujours d'apaiser un peu le truc en disant « Mais je ne vois pas de quoi tu parles, je n'ai rien vu. » Elle dit « Ce soir, je suis juste allé dîner et je me suis couché. Je ne t'ai pas vu. » Et l'homme va lui répondre, toujours avec le même ton, « Je sais que ce n'est pas juste, tu le sais aussi, mais maintenant, je dois t'enlever le visage. » Évidemment, ça a effrayé Lily. Elle voyait qu'il y avait un objet métallique, elle ne savait pas vraiment le définir, elle le sentait juste contre sa hanche, c'était froid, et elle pense évidemment que c'est un couteau. Lily pense à ce qu'elle peut faire, pourquoi pas crier pour que la personne à la réception vienne en urgence, mais elle se dit que si elle fait ça, l'homme aura le temps clairement de la tuer. Mais Lily, bien qu'apeurée, décide de ne pas se laisser faire. Elle se dit de toute manière, si ça tourne vraiment mal, je vais me battre. Évidemment que physiquement l'homme a le dessus, mais elle va se battre. Physiquement si jamais elle doit en arriver jusque là, mais elle va se battre aussi psychologiquement, essayer de calmer un peu la situation pour se sortir de là. Elle se dit soit cet homme est totalement fou et de toute manière il va faire ce qu'il a dit qu'il allait faire, ou alors peut-être qu'il a des problèmes mentaux, à ce moment-là, elle peut désamorcer la situation. Elle essaye de raisonner l'homme en lui disant qu'il n'a pas à faire ça. Elle ne veut pas montrer qu'elle a peur, elle ne montre pas de signes de résistance, elle ne lutte pas physiquement, elle dit qu'elle ne dira à personne ce qu'elle a vu, et clairement elle essaie de gagner du temps. Plutôt que de dire je n'ai rien vu, elle préfère rentrer un peu dans le jeu de la personne qui est sur son lit et de dire je ne dirai rien, parce que lui est persuadé qu'elle a vu quelque chose. L'homme a répondu « Tu as l'air d'être une gentille fille, je suis vraiment navré de devoir te couper le visage. » Lily continue de rentrer dans le jeu, elle répond que lui a l'air d'être un gars plutôt sympa et qu'elle sait
qu'il ne veut pas faire de mal. Elle demande si ils peuvent juste s'asseoir tranquillement et discuter, l'homme lui répond non. Rappelez-vous, Lily s'est réveillée là en urgence, elle appelle son médecin lentille, donc elle ne voit pas grand chose, elle ne voit qu'une sorte d'ombre dans l'obscurité. Mais ce qu'elle arrive quand même à voir, c'est que l'homme semble très agité. Quand il dit non, il secoue sa tête de manière frénétique et il dit non, je dois le faire, ils l'ont dit. Lily demande gentiment encore que l'homme ne fasse pas ce qu'il veut faire, et l'homme répond dans son discours incohérent en disant que ce n'est pas de la faute de Lily, qu'il n'a pas envie de lui découper le visage. Il demande pourquoi elle était là, est-ce que c'était pour le voir. Donc Lily, encore une fois, elle est apeurée, elle essaie de gérer la situation, elle ne comprend pas de quoi, entre guillemets, on l'accuse. Alors qu'elle est toujours maintenue sur son lit, Lily sent quelque chose sous son oreiller. Et ce qu'elle sent, c'est son téléphone. Alors que l'homme est toujours en train de dire des choses incohérentes, elle essaie de faire des gestes avec sa main gauche discrètement pour essayer d'appeler quelqu'un, montrer qu'elle a un problème. Ou alors, elle tente de le prendre dans sa main pour le cacher et essayer de faire quelque chose plus tard. Parce que Lily continue de rentrer dans le jeu de cet homme en disant je sais que tu dois le faire, mais là j'ai mal au ventre à cause de ce que j'ai mangé tout à l'heure, est-ce que je peux juste aller aux toilettes? Et aux toilettes, évidemment, soit elle se serait barrée, soit elle aurait appelé la police. Et l'homme lui a dit je ne peux pas te laisser. Je dois prendre ton visage. Cette fois-ci, il le dit toujours avec une voix tremblante, mais sur un ton beaucoup plus élevé. Lily, là, commence à avoir des pensées confuses. Elle pense à sa mère, à son chat, à son nouveau petit ami. Elle se dit, je peux pas perdre la vie maintenant, j'ai encore tellement de choses à vivre. Et sans vraiment savoir pourquoi, là, elle ne parle plus en voulant gérer la situation. Elle laisse son cœur parler. Elle dit vraiment, s'il te plaît, je reviens tout de suite. Et là, le miracle. L'homme la laisse partir. Lily se relève. Très rapidement parce que l'emprise de l'homme s'est détachée d'elle, elle avait caché le téléphone qui se trouvait sous son oreiller dans sa manche de pyjama, et elle s'est dirigée avec un très bon jeu d'actrice, nonchalamment vers la porte. Elle voulait pas courir ou quoi que ce soit parce qu'elle savait que, parce qu'elle ne voyait rien, donc si jamais elle devait fuir et que ça partait en course poursuite, l'homme l'aurait rattrapée sans problème. Elle devait absolument jouer le rôle de « t'inquiète je reviens ». Elle se disait qu'à partir du moment où elle aurait quitté la pièce, elle serait plus en sécurité. Mais une fois qu'elle est sortie de la chambre, elle s'est rendue compte que, à la réception, il n'y avait personne. Donc en fait, elle était toujours bien seule avec cet homme. Elle s'est cachée dans une des 3 salles de bain qui se trouvaient devant la chambre. Mais l'homme, ça l'a rendu furieux parce qu'en fait, il ne laissait pas Lily aller dans la salle de bain, toute seule. Il la suivait. Mais vu que Lily lui a claqué la porte au nez en mode « bah non, tu rentres pas », ça l'a énervé. L'homme s'est mis à crier et à frapper à la porte. Et le problème, c'est que la porte dans cette auberge était assez mince. Donc, à force de taper, l'homme aurait pu la défoncer. Lily décide d'oublier un peu ce que fait l'homme, c'est-à-dire crier et frapper. Elle regarde un petit peu ce qu'il y a autour d'elle dans la salle de bain, voir s'il y aurait quelque chose qui pourrait lui servir, mais il n'y a rien. Il y a des toilettes sans couvercle, du papier toilette, une poubelle qui est un peu usée, et à l'intérieur, un sac poubelle avec quelques ordures. Elle réfléchit à ce qu'elle peut faire, pourquoi pas jeter la poubelle sur le mec pour le surprendre, mais il n'y a rien qui pourrait permettre de la sauver sur le moment. Problème supplémentaire, elle ne sait pas comment appeler la police à Prague. Donc ce qu'elle se dit, c'est qu'elle va appeler une autre personne. Elle décide d'appeler sa mère. Sa mère répond directement alors qu'elle était en train de dormir et elle lui dit « Maman, j'ai besoin de ton aide ». Sa mère évidemment n'avait aucune idée de ce qu'il se passait, mais elle entendait les bruits que faisait l'homme à côté. Rapidement la mère dit « Ok, qu'est-ce que je peux faire ?» Et Lily lui dit « Appelle l'auberge où je suis ». Normalement il y a quelqu'un qui est censé être là, peut-être que là la personne était en pause, mais si le téléphone sonne, la personne allait revenir. Fort heureusement en plus, quand Lily partait en voyage, elle donnait toujours les numéros de là où elle séjournait à ses proches pour appeler si jamais il y avait un problème. La mère reste au téléphone avec Lily et utilise un autre téléphone pour appeler l'auberge. L'homme est toujours en train de s'énerver contre la porte, il donne des coups de pied dedans, il criait des obscénités, il détaillait comment il comptait découper non plus que le visage mais le corps entier de Lily. Et à chaque fois que l'homme mettait un coup, Lily sentait que ce coup pouvait défoncer la porte. Et elle était sûre et certaine qu'à un moment donné, la porte allait céder. Lily décide de monter sur les toilettes, de prendre le sac poubelle, de le vider et de le garder. Comme ça, elle se dit que si l'homme arrive à rentrer dans les toilettes, elle sera à sa hauteur, elle pourra lui sauter dessus et essayer de l'étrangler, de l'aveugler, faire quelque chose. À un moment donné, elle entend un son. Ce son, c'est le téléphone de la réception qui est en train de sonner. La mère était en train d'appeler l'auberge où séjournait Lily. Lily dit à sa mère « ça sonne ». Elle commence à avoir une excitation plutôt positive, elle se dit « enfin quelqu'un va arriver ». Et c'est là qu'elle va réfléchir à quelque chose qui va, on va dire, lui faire peur. Elle se dit « mais attends, pour que quelqu'un réponde au téléphone à la réception, il faut qu'il y ait quelqu'un à la réception ». La mère qui est toujours au téléphone comprend que sa fille a raison, qu'il y a toujours urgence, donc elle dit « ok,
j'appelle la police. Là, Lily entend que le téléphone de la réception arrête de sonner, ce qui voulait dire que la mère était maintenant en train d'essayer de joindre la police sur place. Et c'est là que Lily entend la voix d'un autre homme. Cette voix semblait lointaine et se rapprochait de plus en plus. Les coups sur la porte étaient de moins en moins forts et elle entendait pas clairement ce qu'il se passait, mais ce qu'elle entendait c'est que deux hommes se disputaient. Lily se dit que c'est peut-être la personne qu'il ne fallait pas voir, que là, à deux sur la porte, c'est sûr, elle est foutue, elle se sent totalement impuissante, mais à un moment donné, elle entend des petits coups très légers sur la porte. Et après ces coups, elle entend une voix plutôt rassurante qui dit « Madame, vous pouvez sortir, c'est sûr, il n'y a plus de problème. » Doucement, Lily ouvre la porte, son téléphone collé à son oreille et le sac plastique de la poubelle dans la main. Lily voit que cet homme est la personne de la réception et elle dit « Madame, allez dans la chambre vite, récupérez vos affaires. » Là, Lily commence à sangloter, on va dire que la pression redescend et elle demande au réceptionniste où il était. Le réceptionniste répond qu'il était derrière, dans une salle, à l'arrière de la réception en train de faire une sieste et que c'est l'appel de la mère de Lily qui l'a réveillée. Vous savez, quand quelqu'un travaille de nuit, dans les trucs 24h/24, notamment les hôtels, bon, on leur accorde le droit de faire des petites siestes ou ce genre de choses. Lily commence à remballer ses affaires et le réceptionniste redit « On n'a pas le temps, faut partir, laissez vos affaires, on va dans une autre pièce. » Lily voit sa peur remonter d'un cran et se dit « Mais pourquoi il est toujours là ?» Et le réceptionniste lui répond que non, l'homme est parti, mais qu'il peut revenir et que la police n'est pas là encore. Lily se dit « Ok, je m'en vais. » Le réceptionniste prend quand même un sac comme ça au hasard à Lily et ils partent. Le réceptionniste a accompagné Lily dans un autre dortoir et Lily là s'est dit « Mais pourquoi en fait de base il m'a pas mis ici? Alors que j'étais une femme toute seule, il me fout avec quelqu'un d'autre. » Bref, le gars lui dit « Ici tu seras en sécurité. » Évidemment, elle n'y croit pas parce que la porte de ce dortoir, comme l'autre, tu ne peux pas la fermer à clé. Donc en fait, le fou qui voulait découper le visage de Lily, à n'importe quel moment, il pouvait venir ici comme il le souhaitait. Bien sûr, Lily, bien qu'il était 2h du matin, voulait juste partir, sauf qu'elle n'avait pas d'endroit où aller et elle n'allait pas traîner dehors comme ça de nuit, en pyjama, totalement seule. Elle se dit qu'elle pourrait retomber sur cet homme ou sur un homme tout aussi fou, que peut-être l'homme même était juste dans la cage d'escalier à attendre. Donc ce qu'elle se dit, c'est qu'elle va rester dans la pièce où on lui a dit de rester, mais qu'elle va pas rester comme ça sans rien faire. Elle décide de barricader la porte. Elle prend des tables, des lits, tout ce qu'elle peut trouver pour faire une muraille. Et pendant le reste de la nuit, elle est restée dans la pièce, à ne pas dormir, la lumière allumée. Elle est restée au téléphone avec sa mère qui cherchait à la rassurer. Et dès que les premières lueurs du jour sont apparues, elle est retournée rapidement dans le dortoir où il y avait toutes ses affaires, elle a tout récupéré et elle s'est barrée. Elle a retrouvé sa mère le lendemain soir, le reste du séjour s'est bien passé, mais elle n'a jamais su qui était l'homme qui avait voulu lui découper le visage, et ce qu'elle nous dit, c'est qu'aujourd'hui, elle pense qu'elle aurait dû faire peut-être des choses différemment, mais ce qui est très surprenant dans son histoire, c'est que l'auberge où se sont passés ces événements n'existe plus. Donc il est possible peut-être que cette auberge était impliquée dans quelque chose, que Lily a pas vu ce qui se passait mais qu'on pensait qu'elle l'avait vu et du coup on voulait la faire taire au cas où qu'elle raconte quelque chose. Je vais dire quelque chose comme ça, une théorie totalement au hasard. Admettons qu'il y a un trafic de substances dans l'auberge, peut-être que des gens l'ont vu et ont pensé qu'elle avait été témoin de quelque chose alors que ce n'était pas le cas du tout et pour éviter des complications les gens ont voulu la tuer.